Seconde chance. Séquence 1. Non, mais Teresa, elle va dire ça par contre. Seconde chance, c'est 1 an en un documentaire. J'ai surtout pleuré, j'ai beaucoup stressé, mais ouais, c'est les émotions seconde chance. Hein. C'est un documentaire étudiant pour les étudiants et pour les jeunes qui met des visages sur des gens qu'on essaie trop souvent d'oublier. C'est surtout les gens, les personnes qu'on a rencontrées et à quel point chaque rencontre nous a fait grandir. Seconde chance, c'est pas mon histoire, c'est l'histoire de ma mère, d'un copain, d'un ami. C'est pas de la fiction, c'est juste ce qui se passe devant vous dans la vie de tous les jours. C'est une aventure qui est humaine et qui nous a permis d'apprendre tellement de trucs dans tous les domaines. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'amis et surtout beaucoup de bêtises. Vous allez voir, beaucoup. Si on peut faire un petit coucou à la cam et après vous vous redispersez. Ça, c'est nous. 7 étudiants de sciences politiques qui cherchent à comprendre le processus d'insertion socio-professionnelle en France et en Belgique. 9 mois de travail, de péripéties et de témoignages pour en arriver là. Le milieu carcéral, c'est par là que tout a commencé. Un clap au niveau des mains, je donne le micro, on sache après. Un bon clap. Merci beaucoup. Je suis Zalté Abacaro et je suis doctorante à l'université Gubert Lyon 2. Mais je suis aussi activiste dans le milieu pénitentiaire. La réinsertion professionnelle, moi je le vois beaucoup du côté aussi du milieu pénitentiaire évidemment. C'est vraiment réinsérer quelqu'un donc par le travail et par ce qu'il ou elle peut faire avec son engagement envers la société. Et donc, dans le milieu pénitentiaire, c'est aussi former ces personnes-là, parce que souvent, c'est des personnes qui n'ont pas travaillé dans des milieux légaux. Et donc, ils ont une certaine connaissance de plein de milieux différents, mais peut-être pas du milieu plus légal, en fait. Et donc les former à cela et peut-être leur faire aussi quelque chose qu'ils aiment bien. Comme ça, ils peuvent continuer après, une fois en société libre, à continuer à travailler. Qu'en est-il de la réinsertion socio-professionnelle pour les femmes ? En fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup moins d'opportunités pour les femmes. Les femmes sont une minorité, évidemment, en prison parce qu'on a moins que 5% dans vraiment la plupart des pays européens. Du coup, voilà, il faut aussi réfléchir à ça, au rôle genré en fait, de la femme en société qui ne la fait pas délinquer. Et du coup, la personne qui arrive en tant que femme et détenue a en fait une double stigmatisation. Parce que c'est une détenue et du coup, elle a commis quelque chose contre la société, mais c'est aussi une femme qui n'a pas respecté ses rôles genrés. Les quartiers femmes sont souvent mis à côté des quartiers hommes, mais c'est en fait des prisons d'hommes avec un bâtiment pour les femmes, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et donc, même l'espace n'est pas fait pour elles. Il y a très peu de prisons en France qui sont que pour les femmes. Et les femmes doivent souvent se cacher pour aller d'un couloir à l'autre, parce qu'en fait, les hommes peuvent bouger beaucoup plus tranquillement au sein de la prison, et les femmes doivent se cacher du regard des hommes. Et du coup, ça entravera toutes les formations culturelles, professionnelles, quoi que ce soit. Bonjour. C'est un autre avis. Bonjour. Salut. Bonjour. Ça va, désolé, on va y aller. Oui, je vois. Coucou Inès, juste pour te dire, j'ai parlé avec Tar. Du coup, on a une visio programmée demain avec lui à 16h. Dis-moi si t'es dispo. Donc j'espère que comme ça va nous permettre de récupérer quelques rushs suite à tout ce qu'on a perdu à Bruxelles. J'ai trop hâte de le revoir. Moi aussi. Je me présente, je m'appelle Tahar El Hamdaoui et donc nous avons créé le collectif d'existence en mai 2023 suite au manque de structures d'accompagnement pour les jeunes détenus et ex-détenus avec comme postulat d'approche la désistance. Comment se désister, donc arrêter son trajet criminel finalement et donc comment je fais ça en tant que jeune.
alors que je serais tenté de récidiver si j'ai pas d'alternative. Donc l'idée, c'est de le prendre en charge du matin jusqu'au soir, finalement. Avoir un projet qui le porte et dans lequel il peut choisir et se positionner et prendre ses responsabilités. Et pas se retrouver face à lui-même et à lutter contre soi-même, contre la délinquance. Les clés pour moi, c'est donc l'attachement, développer un projet personnel à travers des activités, le théâtre, l'hypothérapie, la voile, des activités qui mettent en danger le jeune, mais qui ont surtout pour objet de le mettre en situation d'activer de nouvelles compétences qu'il a, mais dans lesquelles il n'y avait pas d'occasion de les développer. Dans mon expérience, je me suis rendu compte que si on croyait en quelqu'un suffisamment, on pouvait lui imposer des règles et lui peut, à ce moment-là, trouver des orientations à son existence parce qu'effectivement, on croit en lui, nous sommes attachés à lui et il nous le renvoie bien. Et il est touché, qu'on soit touché par sa situation en fait. Voilà, tu as cru en moi. Alors qu'on n'avait jamais cru en moi. Et donc, je m'autorise à faire au mieux pour réussir. Salut l'équipe. Là, je viens de rentrer chez moi de BX après ce week-end, ma foi, tumultueux. C'était cool de conclure ce chapitre sur le milieu carcéral avec Althea et Tahar. C'était tellement intéressant. Et ça va nous permettre du coup d'introduire la suite de l'insertion professionnelle, à savoir le logement et l'emploi finalement, ce dont ils ne nous ont pas parlé. Café crème, lui tous une KTM, la belle vie ça blesse, et puis ça reste. Et la nuit j'attends qu'ils disparaissent, j'attends l'argent, je dois prendre ma pièce. Nouveau cadran, nouvelle Tesla S. J'allume la bécane poteau, je l'adresse. J'allume la bécane poteau, je l'adresse. Elle me dit va-t'en, je veux des caresses. Je lui dis je t'aime avec maladresse. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est l'insertion, parce que justement, ils mélangent avec la réinsertion. Et tu travailles avec des gens qui sortent de prison? Non, pas du tout. Il y en a qui sortent de prison, mais pas tous. Moi, je m'appelle Jannick Kervren, je travaille chez Alinéa depuis 5 ans maintenant. Du coup, Alinéa, c'est une asso qui a une 50aine d'années maintenant, et qui, au départ, s'est ouvert par le biais des centres d'hébergement. Ce qu'on appelle CHRS, Centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Donc ils en ont eu 1, plus 2, plus 3, plus 4, et puis ils en ont aujourd'hui une dizaine. En parallèle, ils ont monté un service formation et un service emploi dans lequel on travaille nous ici, qui permet l'insertion socio-professionnelle de ces personnes. Moi, c'est Linda Hilguette. Je travaille au service emploi d'Alinéa depuis 2005, donc ça fait presque 20 ans au mois de décembre. Je suis conseillère en insertion professionnelle. Nos conditions de travail vont être de plus en plus compliquées. Nous, à Alinéa, on accompagne quand même et on héberge des personnes qui n'ont pas de droit. Il y a beaucoup de gens sans papier. D'ailleurs, c'est même une grosse majorité, puisque le problème, je ne sais pas si c'est national, mais en tout cas chez nous, c'est sûr, il y a une crise du logement. Donc, il y a à peu près 5 ans d'attente pour accéder à un logement social. Donc ceux qui sont en centre d'hébergement peuvent pas accéder à ces logements sociaux parce qu'il n'y a pas de place. Et du coup, les gens qui sont à la rue ne peuvent pas accéder au centre d'hébergement parce qu'ils sont toujours pleins. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui vivent à la rue. Et cette année, pour la première fois, on a même eu des bébés qui dormaient en plein hiver à la rue. Le logement, c'est le tremplin vers le chemin de l'emploi, notamment pour des personnes en situation de précarité. Sans logement, ces personnes, dont des jeunes qui ont notre âge, peinent à trouver du travail ou même des formations. Ça, Alinéa l'a compris et monte des projets avec la métropole lyonnaise pour trouver des solutions d'hébergement pour ces jeunes. Du coup, avec les filles, on a décidé de partir à la rencontre d'un de ces dispositifs, au nom plein d'espoir, Plan A. Ici, Alinéa travaille avec l'association Page Jardin, mélangeant insertion et jardin partagé en plein cœur de Lyon, entre insérés et habitants du quartier. Je m'appelle Maureen, je suis assistante sociale. Je suis sur le service Plan A depuis octobre 2023, date de la création de ce service. Et là, on est à la Casa Ricochet.
qui est du coup le lieu collectif de Plan A. Okay. Et du coup, Plan A, c'est un service d'accompagnement et d'hébergement pour des jeunes majeurs qui ont entre 18 et 21 ans, qui sont en contrat, ce qu'on appelle un contrat jeune majeur. C'est un contrat qui est signé avec l'aide sociale à l'enfance pour se préparer à l'autonomie et à la vie adulte. Donc ce contrat propose une aide financière, une aide un hébergement et puis un accompagnement social. Okay. Voilà. Avec la possibilité sur le site, pour Plan A en tout cas, dans la maison, d'avoir 6 studios pour des jeunes majeurs. Voilà, donc Jody sera certainement, tu feras partie des premières habitantes ici avec Yanoura, en tout cas c'est ciblé. C'est aussi leur projet, enfin c'est pas nous notre projet, c'est... Ouais, c'est bien, c'est hyper mutuel parce que du coup, nous on apprend de vous, vous apprenez de nous aussi. Enfin, tout le monde s'apprend, au final, tout le monde a un peu des nouvelles infos, on apprend de nouveaux trucs. C'est super cool. Maintenant, je sais dessiner, maintenant, je sais jouer au tennis, maintenant, je sais planter des arbres, je sais faire des trucs dehors. Enfin voilà, du coup, c'est super bien parce que même des gens qu'on ne connaît pas, par exemple, vous ne connaissez pas avant. Et au final, là, on vous découvre, vous nous découvrez, on vous apprend des trucs, vous nous apprenez des trucs. Et on travaille tous ensemble et c'est génial en fait. Ah, c'est foutu, Jody. Non mais oui, absolument, franchement, c'est une grande équipe qu'on forme, que du plaisir, que du bonheur, beaucoup d'apprentissage, de l'émotion, hein, bien sûr. Toujours. On a vachement appris. Ouais, d'accord, génial. Et t'as le droit. J'y vais. Ouais. Bonjour, Nicolas Moll, je suis travailleur social. Et là, je retravaille depuis plus d'1 an là, dans une autre structure liée au logement qui s'appelle Solia, qui est un organisme national où il y a plusieurs fédérations à travers le territoire français. Et je m'occupe d'accompagnement vraiment encore des personnes en difficulté de logement, quelles qu'elles soient. C'est plus des gens malheureusement dans la précarité. Et j'ai un autre volet où j'anime le volet social d'un programme lié à la lutte contre l'habitat insalubre et indécent sur une commune qui s'appelle Villeurbanne, où il y a aussi une recrudescence des marchands de sommeil, puisque d'un côté crise du logement, donc il y a des gens qui en profitent, et de l'autre côté des gens qui en pâtissent. Et comme c'est assez compliqué d'accéder au logement, on voit toute forme de mal logement. Je prends des exemples. La semaine dernière, je suis allé dans des gens qui sont logés dans des caves aménagées. Donc, pas d'accès à la lumière naturelle et qui payent un loyer quand même de 400 € par mois. Ou une maison, là où j'étais aussi il y a 15 jours, où le service urbaniste de la ville a dit d'accord pour faire 4 logements à l'intérieur. Le propriétaire, il en a fait 15. Donc, vous imaginez les surfaces qui ne sont pas tout à fait... Il n'y a pas d'isolation, rien du tout, pareil, des loyers exorbitants. Mais pas de caution, en accès direct, mais par contre tu peux partir aussi du jour au lendemain en fonction de tes relations, des fois houleuses ou pas avec le propriétaire. Donc il faut jongler avec tout ça et fixer des priorités, mais c'est jamais évident puisque les gens, eux, sont dans la galère et c'est ça surtout qu'il faut essayer de pouvoir essayer d'agir, d'avoir un petit pouvoir d'agir dessus. Okay. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi, pour les gens qui vont regarder, ou etc., en quoi le logement, c'est déterminant pour une suite derrière? Mais sans logement, pour moi, c'est la première sécurité. C'est l'intimité, c'est être en sécurité, c'est être chez soi, profiter, et puis avoir une adresse. Encore une fois, une adresse, ça permet tout. Administrativement, ceux qui n'ont pas d'adresse peuvent rien faire. Même pas une carte d'identité, un RSA encore moins. Pour moi, le logement qui suis dedans, je vois bien... j'ai relogé il n'y a pas longtemps une famille, là, 2 gamins, plus leurs parents qui vivaient dans 16 mètres carrés à 4. Ils sont passés à 70 mètres carrés. On voit, mais pas besoin d'être mathématicien ou bac plus 14 pour voir le bienfait que ça fait aux gamins et à la famille. C'est vraiment pour moi la première sécurité, la première... base d'une stabilité aussi bien administrative, financière, humaine, pour avoir une vie sociale, etc. Mais est-ce vraiment suffisant? Sans logement, le chemin vers l'emploi est périlleux, mais ce n'est pas l'unique obstacle, notamment dans les quartiers populaires. Pour aller plus loin dans le processus, on est allé à la rencontre d'un expert de l'insertion dans les quartiers. Le rendez-vous était fixé à 10 h dans ses bureaux, en plein milieu du quartier où il a grandi, à Vaux-en-Velin.
le nerf de la guerre dans les quartiers, il n'y en a pas 36, il y en a 2, c'est l'emploi et le logement. Du coup, est-ce que tu peux commencer par te présenter un peu, toi, d'où tu viens, ton parcours, on peut présenter Nécessité aussi. Ouais, donc Abdel Belmokadem, je suis le fondateur du cabinet Nécessité et je viens de la plus belle ville du monde, Vaux-en-Velin. Tout a commencé ici, à la base je ne savais ni lire ni écrire, j'étais sportif de haut niveau et je savais une chose, c'est que mon insertion allait être très compliquée. Et je voulais montrer dans les quartiers, qu'on pouvait ne pas avoir de qualification, qu'on pouvait avoir tous les handicaps possibles et imaginables, il n'y a pas de fatalité. Voilà, il n'y a pas de fatalité. Si on se bat, si on a envie de s'en sortir, on s'en sort. Voilà. Et du coup, j'ai monté Nécessité pour pouvoir agir comme je veux sur les questions de médiation emploi, avec l'idée derrière de pouvoir aller chercher et accompagner le maximum de candidats vers l'emploi, et notamment les candidats qui n'émargent pas dans les dispositifs de droit commun, qu'on ne retrouve pas à la mission locale, qu'on ne retrouve pas à France Travail, qu'on ne retrouve nulle part d'ailleurs. Donc voilà, donc du coup j'ai fait ce pari-là. Je l'ai fait ce pari-là à travers 2 axes. Le premier axe, c'est l'événementiel emploi. Donc on crée des événements emploi dans les quartiers un peu partout en France. Donc on essaie alors, innover, on essaie de créer des formats de job dating, de mise en relation. La médiation, c'est la mise en relation ou l'intervention entre 2 parties qui ont du mal à se reconnaître, à s'entendre ou à travailler ensemble. Donc nous, c'était l'emploi. Donc voilà, et on essaie de faire des job dating qui sortent de l'ordinaire. Donc par exemple dans les loges de stade de Ligue 1, sur les rings de boxe. Et puis la deuxième particularité, c'est que on va chercher les candidats, on informe les candidats. Globalement, le constat que j'ai fait au départ, c'est qu'il y a des job dating qui existent. Le problème que j'y voyais, c'était qu'il y a beaucoup de candidats issus des quartiers qui n'avaient pas l'information. Donc ils n'allaient pas à ces job dating-là. Il fallait d'abord, je pensais, passer une étape où nous, on allait les chercher, qu'on crée ce lien de confiance avec les candidats et avec les acteurs de terrain. Et dans un second temps, après, permettre aux candidats de ces quartiers-là d'aller plus facilement vers les acteurs de l'emploi classique, parce que ça, c'est la finalité au final. Mais au moins que les candidats qu'on accompagne puissent, à un moment donné, être pris en charge par les acteurs de l'emploi classique pour qu'on puisse s'occuper d'autres. Voilà. Avec Abdel et Nécessité, on comprend davantage les enjeux de l'emploi dans les quartiers par la médiation. Pour mieux comprendre comment se passe le processus jusqu'à l'entretien d'embauche, on a rencontré l'équipe lilloise de la Cravate Solidaire qui propose des coachings individuels de 2 heures en 4 étapes. Première étape de l'atelier, une fois qu'on a accueilli les personnes, qu'elles sont détendues et qu'elles sont prêtes pour l'atelier, on se lance. Du coup, première étape, c'est le coaching d'image. Et le but ici, c'est que le candidat trouve une tenue professionnelle qui lui aille, qui lui convienne, en fonction de son projet pro et de ses goûts. En fait, c'est un don. Le candidat repart avec. Quand on entend tenue, on entend pantalon, enfin toute la tenue, donc que ce soit robe, jupe, pantalon, t-shirt, chemise, haut, veste. Ouais. Là, c'est l'hiver, on a des manteaux, on a des écharpes, manteaux, ceinture, sac, et on a aussi du bijou. Et le but, c'est que ce soit un stress en moins pour ses futurs entretiens et que du coup, voilà, ils se disent, ok, ça c'est validé, je peux la remettre et je suis pas stressée avec ça, quoi. On a 2 dressings mixtes, parce que pour nous, c'est hyper important que les gens se sentent à l'aise. Ouais. La dignité, ça passe par le choix. Ouais, c'est fou. Et il y a des personnes qui arrivent, qui font de la grande taille et qui arrivent et qui disent, de toute façon, vous ne trouverez pas de vêtements pour moi. On est en mode, on y va. Laisse-nous faire. Et il ressort, il y a 2 semaines, il y a eu ça. Il est ressorti, il avait une chemise et un pantalon et il était si heureux. Ouais, ça fait trop plaisir. La réussite de ce dispositif chez les Cravates Solidaires s'explique ici. Yves et Claudine, tous 2 bénévoles RH, font des simulations d'entretien d'embauche. Nous, notre ADN à la Cravate, c'est la lutte contre les discriminations à l'embauche. Et autant pour les gens qui sortent de prison, ceux qui sont en mal-justice, les femmes battues, parce qu'on travaille aussi avec des associations de femmes battues, qu'est-ce qu'on peut avoir, les handicaps, etc. Nous, ça nous change quand même. On est un maillon de la chaîne, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en une demi-heure, même s'il passe une demi-heure là, une demi-heure chez nous, on ne peut pas tout révolutionner en une demi-heure. Donc ce qui est important de savoir, c'est que ce qu'on fait,
ça va pouvoir être relayé par la structure qui nous a envoyé le candidat ou pas. Par exemple, il y a des personnes, des jeunes qui sont tout le temps en jean basket. Ils mettent quelquefois pour les filles une robe pour la première fois, pour les garçons un costume pour la première fois. Ça peut leur donner une autre image d'eux-mêmes. Et même quelque chose qui peut paraître anecdotique, qui est la photo. Ils ont une belle photo professionnelle. Et franchement, c'est pour l'image, c'est... Ah, je suis beau comme ça, c'est pas mal, ouais. Ouais, si. Je m'appelle Gaël, j'ai 24 ans. Et donc là, aujourd'hui, t'es arrivé aux cravates. J'ai longtemps cru que avoir une véritable route professionnelle, c'était quasiment impossible. À cause du handicap, je vais pas vous dire lequel, mais j'ai très très longtemps cru que ce serait mort. Et en fait, finalement, pas du tout. Parce que si on a l'aide autour de soi qu'il faut, et vraiment se persuader que c'est possible, alors ça va être possible, je pense. La route vers le chemin de l'emploi est périlleuse. Mais malgré toutes les difficultés, il n'y a pas de fatalité dans l'insertion. Tout le monde peut trouver du travail. Notre passage à Paris, c'est ça. Les deux camions qui vont arriver. Donc moi je suis Chloé et je suis responsable communication et développement à la Chorba. Ça fait 5 ans à peu près que je suis là. Et la Chorba, c'est une association d'aide alimentaire et plus globalement de lutte contre la précarité. Donc on a plusieurs actions aide alimentaire pour lutter contre la précarité. Des distributions de petits déjeuners, des distributions de dîners, des distributions de colis alimentaires et des maraudes. Et ici on est donc au siège de l'association dans le 12e arrondissement et c'est là où on a nos cuisines professionnelles. Donc là où on récupère tous les jours des invendus alimentaires qui sont transformés par des équipes en insertion. Donc il y a une partie des équipes en insertion qui est en cuisine et l'autre partie qui va être sur la préparation de la distribution et sur la distribution. Là on est à début d'après-midi donc on va croiser les deux équipes. C'est le seul moment où tout le monde est ensemble. Donc ça va être un peu sportif. Mais qui il fait ça, même les autres derrière ils regardent, sans toi il faut ça, parce qu'Ader il est là avec nous. Ouais, c'est la solidarité quoi. Exactement. Fois là-bas il y en a 3 personnes, là, bien. Voilà comme Akbar. Il faut juste une personne pour le passer, pas 2 personnes. 2 personnes, il vient avec moi parce que le camion il est là, s'il vous plaît. Un, 2. Moi aussi, je donne un coup de main. Pas besoin. C'est le travail équipe, hein. On est fixe. C'est comme on met des cahiers. On va faire la chaîne si tu veux faire un Allez. En hommage à ma mère, Rose, qui a été la première cuisinière recrutée au sein de la Chorba. Moi je m'appelle Pantaoui Mohamed, je suis salarié avec la Chorba. Je suis dans le chantier session. Ça fait 6 ans. Donc t'es content de travailler ici? Bien sûr. Non, c'est vraiment... c'est que des choses c'est un peu les je m'occupe aujourd'hui de l'école inclusive de boulangerie. En fait, chez Farinez-vous, on est à la fois entreprise d'insertion, on a 3 entreprises dans Paris, 3 boulangeries dans Paris dans lesquelles on embauche des personnes au parcours d'insertion. Et en parallèle, depuis 2021, on a créé un organisme de formation qui permet de former plus de personnes au métier de la boulangerie. Et donc c'est des profils qui sont très éloignés de l'emploi, profils réfugiés, sortant de prison, décrocheurs scolaires, tous ceux qui ne pourraient pas avoir accès à des CAP ou quoi, parce que
niveau scolaire trop bas ou depuis trop longtemps n'ont pas travaillé. Et donc nous on les forme pendant 2 mois à ce métier-là et au bout de 2 mois on en a entre 60 et 70% qui finissent par trouver du travail. Donc c'est un beau chiffre pour des personnes qui travaillent là parfois depuis plusieurs années. En fait, après le passage chez Farine-Ébouille, ils travaillent. En boulangerie, le premier niveau de qualification, c'est le CAP. Pour passer un CAP, il faut savoir bien lire, il faut savoir bien écrire, bien rédiger. Nous, notre public, pour la majorité, c'est pas le cas. Et pourtant, il y a des jobs, il y a du job et ils arrivent à travailler. La preuve, on fait embaucher 60-70%, donc c'est énorme. Donc on refuse pas, on donne la chance à chacun, on fait des paris parfois. En fait, dans l'insertion par l'activité économique, l'IAE, qui est le système des entreprises d'insertion, on dit que par le travail, on insère les gens, on réinsère les gens. Donc oui, complètement, c'est l'enjeu de nos métiers et de ce qu'on fait. Après, parfois, il y a une insertion sociale qui doit être faite avant de réussir à bien être dans l'activité économique. Donc c'est très aléatoire d'un profil à l'autre. Et ça, c'est le professionnel qui doit être en mesure de l'identifier aussi. Pendant 8 mois, on a cherché à comprendre le processus d'insertion professionnelle. En France comme en Belgique, des centaines d'associations œuvrent à son bon fonctionnement. Mais si pour une fois, on regardait de l'autre côté? En discutant avec les bénévoles, on s'est rendu compte qu'il y a des problèmes sous-jacents. En fait, au-delà de l'enjeu de trouver du travail, le processus d'insertion est entouré de difficultés institutionnelles, militantes et même personnelles. Mais alors comment ces difficultés sont-elles surmontées pour continuer à agir tout en gardant espoir? Peut-être déjà te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais, etc. Ouais, je m'appelle Bertrand. Et ben ouais, enchanté. De métier et de formation pro, je suis assistant social. Je travaille actuellement pour une association lyonnaise qui s'appelle le MA. Le cible, c'est Mouvement de l'Action Sociale. Et je travaille dans un des services de cette association qui s'appelle le Centre d'accueil d'orientation, qui est un accueil de jour. Un accueil de jour donc dédié à accueillir des personnes sans domicile fixe, avec pour principe de leur premier, c'est délivrer une attestation d'élection de domicile, donc ça veut dire avoir une attestation d'adresse. Et ben puisqu'on n'a pas de domicile, voilà, l'idée c'est que cette attestation elle permet en fait de justifier d'un lieu dans lequel on est rattaché et de pouvoir bénéficier de l'accès aux droits. Tout type de droits administratifs, accès logement, etc. Juste avant, on avait une dame qu'on a interviewée qui nous parlait de un peu l'ambivalence qu'elle avait, elle, au niveau des institutions. Pour savoir votre position sur ça. La plus grosse difficulté pour moi, c'est de dealer avec les administrations, les institutions et les décisions politiques qui parfois sont complètement paradoxales, qui changent tout le temps et qui insécurisent tout le monde. C'est finalement de pointer toujours les personnes les plus précaires et parfois les plus cassées, qui sont les plus en difficulté, et les faire culpabiliser, donc ça je peux pas adhérer non plus. Donc voilà, il y a une vraie dégradation des administrations privées de fonctionnaires, d'agents, de guichets. Il n'y a plus de guichets, il n'y a plus d'interlocuteurs. De moins en moins en tout cas. Je peux pas du tout aller dans ce sens-là et ça va pas dans la façon dont j'envisage de travailler ni la façon dont j'envisage du vivre ensemble dans une société, au-delà du simple fait d'être travailleur social, mais voilà. Tu réponds beaucoup à des appels d'offres, donc à un moment donné, le projet il est fait, il est ficelé, t'as envoyé les bilans, tu demandes le renouvellement, et si t'es pas dans la bonne lignée politique, on te le fait vite savoir en te coupant les subventions. Je pense que la plupart d'entre eux, je ne vais pas me faire que des amis, mais participent à la stigmatisation de ces territoires-là. Et quand on voit que sur des appels à projets, on n'est pas retenu, on a répondu à 18 appels à projets, on n'est retenu sur aucun. Donc on se pose une question. Qui est retenu ? Qui est retenu ? Il y a pas mal d'assos qui sont en train de faire appel à des mécénats privés, tu vois, parce qu'il n'y a plus d'autre choix.
puisqu'on n'est plus suivi par l'État dans ce qu'on fait. Donc la métropole, elle dit ouais, nous, on met en place des accompagnements pour les personnes pour les aider à retrouver un emploi. Mais concrètement, 6 rendez-vous par an, je ne pense pas qu'on fasse grand-chose avec les gens. C'est un vrai frein, les coupes budgétaires, les problèmes de finances, c'est un vrai truc qui touche directement votre secteur. Avec ces trucs-là qui vous arrivent extérieurs à vous, est-ce que ça décourage pas? Est-ce que ça pousse pas parfois à exploser, à se dire t'as jamais remis ton engagement en question? Souvent entre travailleurs sociaux, en fait, les collègues sont épuisés, ils en peuvent plus. Parce que la loi, moi en tant qu'assistante sociale, je m'appuie sur cette loi, c'est mon outil de travail. Mais en fait, quand tu te rends compte que la loi, la préf, elle est en permanence... je ne sais pas si ça fera couper au montage, mais elle est en permanence hors la loi sur la question de droits des étrangers. Non, mais du coup, tu vois, c'est difficile. Donc, des fois, ouais, dans le militantisme, on est partagé entre. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait et comment on continue à garder la foi aussi à faire ce travail. En 2017, j'ai fait une levée de fonds parce qu'en 2017, j'ai tout perdu, j'ai vraiment tout perdu. Ma famille, ma maison, j'ai tout perdu. Il y a des gens qui ont perdu toute envie de travailler ou toute motivation. Des fois, c'est aussi ça qui peut être compliqué, c'est l'usure professionnelle de certains professionnels. Ouais. Quand je disais tout à l'heure alcoolique, je rigole, hein, mais t'as vite fait de tomber des fois dans ce genre de travers, oui, effectivement, entre travailleurs sociaux ou autres, parce que t'as envie d'oublier. Je me dis, avec la nouvelle circulaire là, de Retailleau, ça va être encore plus compliqué. Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens? Quelle considération on leur porte? Je suis écœurée. Voilà, je suis dégoûtée. Mais ouais, c'est super impactant, mais même moi en interne, où je disais, voilà, je pense qu'il faut pas être dupe, et je disais, c'est une association qui m'embauche, mais en fait, le secteur associatif, c'est aussi parfois devenu un secteur du salariat et de l'entreprise. Et que moi, ce qui me fait tenir, c'est mes piliers. Mes piliers, c'est mes collègues, en fait. Mes collègues de tous les jours, et c'est eux. Enfin, je suis super ému rien que d'en parler, mais ouais, c'est eux qui m'aident. Et les politiques et les responsables qui sont pris entre le marteau et l'enclume et tout, parfois, je suis pris entre le mépris, parfois la colère, envie de les envoyer bouler, mais ouais, on tient. Et puis ce qui me fait tenir, c'est quand tu ouvres la porte, notre rideau métallique là, que je vous montrais tout à l'heure, c'est de voir les gens qui rentrent, on met de la musique dans le lieu, et puis vas-y, vogue la galère, on n'a pas les mêmes évidemment, mais on est là quoi en fait, et je suis avec mes collègues, et ouais, on tient quoi. Non mais je sais pas, en vrai c'est spontané, ce que je vous dis, c'est pas un truc, parce que c'est super impactant quoi, des moments t'as la rage, des moments t'as envie je sais pas, mais des fois de balancer des trucs sur la gueule de la préfecture quoi en fait, et en fait non, t'es pro aussi, et puis tu peux pas, les gens ils ont envie aussi de s'appuyer sur toi, ils ont envie que tu sois solide, tu vas pas pleurer avec eux, tu peux être vénère, mais pas sur les mêmes, pas comme là je peux l'être, j'ai pas ce discours avec les gens, c'est pas cool quoi. Moi, j'estime que c'est super important d'aller te ressourcer tout le temps aussi sur autre chose qui n'est pas forcément un truc de militant pur et dur. Mais voilà, tout à l'heure, je vais passer du son avec un pote dans un bar, et puis on va passer une soirée avec plein de gens qui vont venir et tout, et ça va être cool. J'ai besoin de prendre mon vélo et puis d'évacuer la pression. Enfin voilà, c'est tout ça, moi, qui fait que je reviens un peu neuf quand même tous les jours, quoi, en fait. Ouais. Ce jour-là, Bertrand a pleuré. Pour s'échapper de tout ça, il fait la fête. Il nous a touchés, et vu qu'on reste des jeunes, nous aussi on a dansé. Ces témoignages ont été parfois difficiles à entendre, mais ils sont la réalité. Ils sont essentiels. Tous ces acteurs avancent malgré les galères, parce qu'au milieu des épreuves, il y a toujours une lueur, l'espoir. C'est lui qui pousse à continuer, à s'investir, à croire encore. L'espoir, c'est le moteur de l'insertion professionnelle. Alors Bertrand, nous aussi on allait souffler, faire la fête, se vider la tête, pour mieux revenir, chargé d'énergie, prêt à continuer d'y croire. C'est ce que j'allais dire, l'espoir c'est vous en vrai. Il faut être dans la joie, célébrons toutes nos petites victoires, nos petites réussites. Faut les amplifier à donf, t'as une petite victoire comme ça? Et de juste kiffer à
apprendre tout ce qu'il y a à apprendre. Putain, notre victoire commune, mais on va la ritualiser de ouf. Soirée carnaval, plume dans les narines, ce que vous voulez, mais par contre on la célèbre. Dire que tu t'es planté pour refaire autre chose ou tenter d'autres choses. On va pouvoir tenir 6 mois de merde pour ensuite taper une autre victoire. Et puis innover. Et jamais te dire que c'est figé, quoi. C'est moi, c'est ça qui me maintient en fait dans quelque chose de positif, quoi. Ce qui se passe quand on met quelqu'un en projet, c'est que ce qu'il va faire aujourd'hui va éclairer son passé. Et alors l'espoir, mais il doit être rayonnant, il doit être voilà, et parfois il peut être évidemment sombre, mais alors c'est à nous à l'éclairer évidemment. Liberty will never perish. Don't give yourselves to these unnatural men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Let us use that power, let us all